Les amis, j'ai entre les mains l'avenir de la gamme Lumix. Ouais, rien que ça. Bon, je dois vous avouer, ça fait longtemps que j'ai pas été aussi motivé pour un test caméra. Panasonic revient en force, ils sont de retour pour cette année 2023. Ils relancent leur gamme Lumix plein format avec le S5 II. Alors sachez que pour ce nouveau lancement, Panasonic a organisé un événement de taille. On a été pas loin de 90 créateurs à travers le monde à être invités au Japon pendant quelques jours pour tester en avant-première le Lumix S5 II. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de vidéos YouTube sur ce boîtier. Ceci étant dit, le test ne change pas, la vidéo n'est pas sponsorisée, la marque n'a pas vu la vidéo avant sa sortie. Et pour finir, je crois que c'est la première fois qu'une marque comprend réellement comment travaille un créateur et qu'on lui propose un événement où il va pouvoir créer du contenu différent et en toute liberté. Donc bravo à Panasonic pour cette démarche, je pense que ça va faire réfléchir un peu tout le monde. Voilà, vous avez le contexte. Alors le S5 II, quel est ce boîtier? Qu'est-ce qu'il vaut dans la pratique? Comment il se débrouille face à la concurrence? Je vais notamment le comparer un petit peu avec l'A7 IV. On va voir tout ça dans la vidéo. Le premier élément dont j'ai envie de vous parler, c'est l'autofocus. C'est un peu ce qui a causé cette baisse de régime chez Panasonic depuis quelques années. Sur ce domaine, ils sont un peu en retrait face à la concurrence, donc ils sont très attendus sur ce point. Et d'ailleurs, lors de la présentation qu'on a eue en amont, c'est la première caractéristique qui a été présentée. Donc ça y est les amis, on peut le dire, le S5 deuxième génération est le premier boîtier de la gamme Lumix à être équipé de cette détection de phase. Ils appellent ça le Phase Hybrid AF, donc ça mélange la détection AF, la détection de contraste avec le Depth from Defocus et la nouvelle détection de phase. La marque annonce un autofocus avec 779 points. Donc je commence avec un test d'autofocus que je fais régulièrement, j'avance, je recule vers la caméra plusieurs fois à des vitesses différentes. Donc là je suis sur la détection de sujets humains et tu peux voir que j'ai activé aussi donc la détection de visage et de l'œil. Au bout de quelques mètres il repasse sur la détection du visage puis sur la détection du corps. Là les images parlent d'elles-mêmes, le point est hyper réactif. Là j'étais au 35 mm f1.8 donc voilà. Alors là on n'est pas dans des configurations de lumière très compliqué, mais le point a l'air de tenir, il n'y a pas trop de soucis. Là j'étais sur la détection de visage et des yeux, donc ça faut faire attention, c'est bien pour les faces caméra, mais si tu t'éloignes trop, en fait il repasse sur une détection normale, mais il repasse pas sur la détection de visage si tu pars trop loin. Donc celui-là je le conseille pour du vlog ou en face caméra quand vous vous filmez en gros plan. Alors après j'ai fait une autre comparaison là avec différentes vitesses d'autofocus, tu as le choix de la réactivité de l'autofocus et de la vitesse, enfin la sensibilité et la vitesse, donc voilà, -5, 0 et +5, mais de manière générale là le suivi est très bon. Il n'y a pas de problème, très honnêtement, là ils reviennent vraiment dans le game avec ce nouvel autofocus. Donc tu vois la détection, ce qui est bien, la détection du corps là elle repère quand même d'assez loin, donc on a un suivi plutôt fluide. Là je suis à grande ouverture à f1.8, on a une petite profondeur de champ et là voilà, le tracking suit bien. Et franchement, il y a assez peu de flou sur le visage. On a une belle détection qui est assez précise, bien réactive. Tu vois que même là, quand je sors du cadre, il retrouve assez rapidement le visage et les yeux. Encore un autre exemple. Donc là, on est toujours dans des configurations de lumière pas trop compliquées. Le temps était nuageux, mais voilà, on a quand même de la lumière. C'était pas en soirée, là on était dans l'après-midi. Le point me suit bien. Quand je suis de dos, il passe en détection du corps. Et dès que je suis assez près, il passe sur le visage. Et quand je suis au plus proche, il passe sur les yeux. J'ai testé également le mode de suivi qu'on active quand on est sur la zone large. Ça fonctionne plutôt bien, en tout cas quand il y a personne dans le champ ou personne qui passe devant le point de tracking. Là, il n'y a pas de loupé, le point, le suivi ne lâche pas le visage. Par contre, quand il y a une autre personne là qui arrive dans la scène, qui peut passer devant le point de tracking, là, à certains moments, ça peut arriver qu'il perde le visage. Pour l'instant, il n'y a pas de loupé, ça se maintient. On sent qu'à certains moments, il a envie de partir, mais voilà, pour l'instant, ça se maintient. Et puis, c'est au dernier moment, voilà. Par exemple, là, le tracking est parti, mais là, en même temps, le visage a été complètement recouvert, donc là, c'est un peu compliqué. Alors ce que vous attendez le plus, c'est les comparaisons. Je vous en ai fait une justement avec mon Sony A7 IV. J'ai utilisé le même objectif, en tout cas la même focale, 35 mm f1.8 pour chaque marque. C'est à peu près la même gamme d'objectifs, donc justement ça m'intéressait pour la comparaison. Et au niveau vitesse, autofocus et sensibilité AF, je suis par défaut pour l'instant. Je te laisse observer, mais tu peux voir qu'on a un résultat qui est vraiment très proche. Là en plus on est sur une scène un peu backlight, on est en contre-jour, le point fonctionne très bien sur les deux caméras, le Lumix n'est pas du tout en retard, en tout cas voilà. Là je suis en vlog, je précise, j'ai filmé en vlog, je dois être en cinéma 4K et franchement
J'ai essayé vraiment de regarder, de comparer. Pour moi, là on est exactement sur la même réactivité d'autofocus. Il y a même quand je sors de la caméra, sur le Sony il passe plus rapidement sur l'arrière-plan et moins rapidement au niveau du Lumix, donc ça c'est même plutôt positif. Après ça c'est la sensibilité, ça se règle dans le boîtier. On peut remarquer aussi déjà une différence au niveau de la colorimétrie. Le Lumix a quelque chose de plus neutre alors que le Sony a tendance à réchauffer un petit peu plus l'image. Ça se voit notamment au niveau des tons de la peau. Voilà, au niveau de l'autofocus, hein, c'est pareil. Là, très honnêtement, pour moi, le Sony A7 IV avait un des meilleurs autofocus du marché. Bah voilà la comparaison avec le S5 II de chez Lumix. Donc je vous ai fait vraiment beaucoup de comparaisons. Là, je suis passé sur les réglages max au niveau de la vitesse et de la sensibilité. Je suis avec le même objectif, même réglage d'exposition. J'ai fait le même étalonnage. On est toujours en Vlog et tu peux voir que on a sensiblement la même chose. Encore une comparaison. Là, on n'a pas une lumière trop difficile, réglage poussé au max, et très honnêtement, voilà. Pour moi, au niveau de la vidéo, c'est quasiment pareil, en tout cas pour l'instant sur des scènes bien éclairées. Bien que tout à l'heure, on a vu une scène à contre-jour, et franchement, le Lumix se débrouille très très bien. Donc ça, c'est quand même plutôt rassurant au niveau de l'autofocus. Alors on arrive sur les scènes un peu plus compliquées, je suis toujours à max sur les deux boîtiers, et là on est en basse lumière, là on était dans le garage, il y a juste la porte du garage qui est entrouverte, donc il y a un peu de lumière qui arrive sur le devant, et tu peux voir que le suivi est pas mal. Alors là, tu vas voir une petite différence quand je suis vraiment au plus loin. Tu vas voir que ça papillonne un petit peu. Il y a un peu de respiration sur le Lumix. Tu sens qu'en basse lumière, il va être un peu moins stable par rapport au Sony. Là, ça va être le cas également. Alors là, c'est hyper compliqué hein, comme scène. Là, on voit rien du tout. Il y a juste un silhouettage. Donc là, de toute façon, les deux boîtiers sont un peu paumés. Mais pourtant, quand je me rapproche de la caméra, tu vois, ils nous retrouvent. Donc c'est déjà pour vous rendre compte un petit peu du niveau, hein, de la performance de ces boîtiers en termes d'autofocus. Même là, ils sont quand même assez proches. Alors on voit que de temps en temps, le Lumix perd un petit peu, mais c'est aussi le cas du Sony de temps en temps. Même là, c'est un petit peu compliqué de les comparer sur ce genre de scène. Je vous les refais encore une fois à contre-jour, en extérieur. Le soleil est derrière, dans le dos. Et là, il n'y a vraiment aucune hésitation. Tu peux regarder l'arrière-plan, hein, justement, ça donne un indice s'il y a justement un peu l'effet tête chercheuse, s'il y a de la respiration, si tu sens que ça recherche, mais non, là c'est vraiment pas le cas. Là je vous montre vraiment les tests bruts, hein, je n'ai rien essayé de camoufler, j'ai mis les mêmes réglages, j'ai essayé de choisir la même focale, et là j'ai filmé en direct, hein, j'avais l'A7 IV qui était juste à côté du S5 II, et donc voilà, en toute honnêteté, les résultats que moi j'ai obtenus. Je rappelle que j'ai filmé sur les logs, donc S-Log3 A7 IV et le Vlog pour le Lumix S5 II. Alors pour ma part, vous allez voir, c'est plutôt en photo où je trouve que l'objectif est un tout petit peu plus lent. Bon là ça a l'air réactif, mais tu vas voir qu'en comparaison avec l'A7 IV, voilà, juste sur le mode photo, je trouvais que les bascules de mise au point étaient un petit peu moins réactives. Tu peux voir que là avec le Sony A7 IV, alors j'ai oublié d'enregistrer les displays avec le point de tracking, mais j'avais la même configuration que le Lumix, et là tu peux voir que le point saute d'un coup, hein, c'est vraiment instantané. Donc voilà, par rapport à ça, le Sony a encore un petit peu d'avance, mais de manière générale c'est quand même pas mal du tout, hein. Là tu peux voir le rendu en photo, donc là il y avait ma sœur justement qui appuyait sur le déclencheur en permanence, et donc là on a la détection de l'œil, détection du visage, ça suit bien le sujet, voilà, il le retrouve assez rapidement, il détecte bien les yeux, donc voilà, même en photo il n'y a pas trop de soucis à se faire. Au Japon, j'ai filmé en permanence avec l'autofocus et voilà, quasiment, je sais pas, 95-97% des plans étaient nets. On a beaucoup filmé en soirée, alors certes à Tokyo, il y a pas mal de lumière, mais quand même on était en basse lumière. Franchement, je me concentrais sur la composition, le cadrage et j'en avais même oublié la mise au point. Au niveau du capteur, c'est du plein format. On a un capteur CMOS de 24,2 mégapixels. La marque annonce une plage dynamique en Vlog de plus de 14 diaph. On a un nouveau processeur doté de la technologie L2 ou L carré. Ça représente la collaboration entre Lumix et Leica, je crois que ça date de 2022 et c'est une technologie qu'on devrait voir je pense maintenant dans tous les nouveaux boîtiers. La marque annonce une vitesse de calcul 2 fois supérieure à la version précédente. Au niveau du stockage, le Lumix S5 II possède 2 slots pour carte SD, il n'y a pas d'emplacement pour CF Express, là il n'y en a pas franchement besoin par rapport au codec vidéo et ça a tendance aussi à faire chauffer le boîtier, donc 2 slots SD c'est suffisant pour ce boîtier. Au niveau de la batterie, elle n'a pas changé, c'est la même que pour le Lumix S5, c'est la DMW BLK22. Le boîtier est également compatible avec le grip batterie vendu en option. Donc au Japon, pendant les tests, j'ai pas eu de problème. Sur une journée complète d'utilisation photo et vidéo, j'ai utilisé environ 2 batteries et en fin de soirée, je commençais à utiliser
utiliser la troisième. Par la suite, j'ai refait des tests sur un enregistrement continu en cinéma 4K, 25 images par seconde, 422 10 bits, donc avec l'autofocus d'activer, l'enregistrement a duré environ 130 minutes, ce qui est plutôt une bonne performance. Après, là, on était sur un plan fixe où le sujet est immobile. Ensuite, j'ai refait la même chose avec un enregistrement 6K, et là, j'ai pas réussi à dépenser toutes les batteries, les cartes se sont remplies avant, j'avais une carte de 128 Go, elle a été remplie en 30 minutes d'enregistrement en 6K, donc j'ai filmé à peu près au total 1 heure en 6K sur les deux cartes, et il me restait à peu près 40% de batterie, donc ça c'est plutôt positif. Par contre, en 6K, chose à noter, hein, l'enregistrement se stoppe au bout de 30 minutes, donc on n'a pas d'enregistrement illimité en 6K. Bon, 30 minutes c'est déjà pas mal. Par contre, en cinéma 4K à 50 ou 60 images par seconde, là on a un enregistrement illimité. J'ai refait un test justement dans cette configuration, et là l'enregistrement a duré environ 140 minutes. Au niveau de la gestion de la température, ils ont un nouveau système de ventilation, et en fait le mécanisme se trouve au sommet du boîtier. On peut voir les fentes de chaque côté du viseur. Alors on enchaîne avec une caractéristique assez importante chez Panasonic, c'est la stabilisation. Ils sont connus pour ça et ils ont certainement la meilleure du marché. Ce Lumix S5 II possède un capteur stabilisé. Ça veut dire que même si on utilise une focale sans stabilisation optique, on aura quand même une compensation au niveau des vibrations. Et ça tombe bien parce que j'ai beaucoup filmé à main levée au Japon, et notamment avec des focales fixes. J'ai utilisé le 24 mm de chez Lumix, le 35, focale que j'adore d'ailleurs, et même au 85 mm, on a des prises de vue qui sont très stables à main levée. Donc sur le boîtier, on a la stabilisation mécanique. Ensuite, on peut rajouter une stabilisation électronique. Moi, c'est celle-ci que j'ai le plus souvent utilisée. Alors après, il y a un crop hein, quand on l'active, mais c'est un recadrage assez léger. Et puis enfin, on a la stabilisation augmentée qui augmente encore plus l'efficacité de la stabilisation d'image. Il n'y a pas de crop supplémentaire, donc ça peut être intéressant quand vous voulez faire un plan fixe à main levée ou quand vous vous déplacez en mode vlog. Alors au Japon, j'ai essayé de tester justement la stabilisation mode vlog. Donc là, j'étais au 24 mm. J'avais juste la stabilisation donc électronique vidéo d'activer. Et là, franchement, je marche naturellement. Donc tu peux voir que c'est pas mal. On a un petit peu des à-coups, ou je sais pas comment on appelle ça, des petites ondulations de temps en temps sur l'arrière-plan. Vous allez voir, c'est surtout visible au 24 mm, mais plus on resserre la focale et moins c'est visible. Mais voilà, de manière générale, c'est quand même pas mal. En tout cas, le plus important sur ce genre de vlog, c'est quand même le centre de l'image, et celui-ci est quand même très très stable. Là, je te remontre encore un autre exemple, hein, tu vois, franchement, je marche normalement avec le 24 mm, il y a juste la stabilisation électronique vidéo, je suis au 24 mm, et bah voilà, c'est quand même plutôt propre. Alors, il y a des petits à-coups, hein, c'est pas non plus fait pour. Si vous avez vraiment des travelling à faire, il vaut mieux utiliser un gimbal, mais voilà, on peut quand même faire des petits suivis à main levée avec la stabilisation. Là, je suis au 35 mm, regardez, je suis sur un suivi en vlog, j'ai juste la stabilisation électronique d'activer, on est en basse lumière, autofocus est activé, et là, franchement, c'est assez impressionnant, et je trouve encore que au 35 mm, on a moins de vibrations sur les bords que au 24 mm. Là, tu vois, à main levée, c'est vraiment très très propre, très stable. Là, je suis au 35 mm, encore une fois, tout est filmé à main levée, et franchement, il y a très très peu de vibrations. De toute façon, tous les plans au Japon ont été faits à main levée. Là, je suis au 85 mm, regarde, c'est la même chose, ça tremble pas, c'est très très stable. En plus, là, j'essaye de filmer de manière assez discrète, hein, parce que les Japonais, ils aiment pas trop ça non plus. Là, regarde, je suis sur un suivi avec notre Jérôme National de la chaîne Nowtech, et bah voilà, c'est quand même pas si mal que ça, au 24 mm à main levée, en vlog. Alors ça tremble un peu, hein, généralement avec une stabilisation électronique, plus on est sur de courtes focales et plus on va ressentir justement la compensation des vibrations, donc on a des petites ondulations. Là, au 35 mm, c'est très très propre. Là, j'étais au 24 mm, j'essayais de faire des suivis discrets, je sais pas si c'est très discret, mais voilà, je prenais des japonais en sujet, et là, c'est quand même franchement épatant, je trouve, hein. Ce n'est pas un gimbal. Là, j'ai fait des suivis aussi au 35 mm, alors là, j'ai divisé la vitesse par 2, j'étais à 50 images par seconde, et regarde ce suivi, comment il est beau. Très honnêtement, hein, là, c'est du main levée. Alors, je sais plus si je faisais le ninja walk, peut-être que là, je faisais un petit ninja walk, mais c'est quand même assez épatant. Alors, je te montre encore quelques plans. Là, j'ai juste la stabilisation vidéo d'activer la stabilisation électronique. Je marche lentement devant moi. Ensuite, j'ai refait le même test avec la stabilisation
renforcée. Donc là, on a les deux stabilisations qui s'additionnent. Donc c'est pas mal aussi, c'est très stable. Je trouve qu'il n'y a pas une énorme différence entre les deux niveaux de stabilisation, mais c'est avec la stabilisation renforcée que vous aurez en principe le cadre le plus stable possible. Donc là, je vous ai fait une petite comparaison au 35 mm. Donc là, j'ai désactivé totalement la stabilisation du boîtier. Donc forcément, là, sur une focale fixe, hein, ça tremble un peu. Ensuite, on a la stabilisation électronique, toujours au 35 mm. Donc là, on a ressenti le petit recadrage. Et ensuite, avec la stabilisation renforcée, on a presque l'impression d'être sur un trépied. Je vous ai refait un dernier test avec la stabilisation électronique vidéo et puis ensuite la stabilisation augmentée. Donc là, je marche tranquillement, mais j'utilise pas de gimbal, donc on a quand même quelque chose d'assez stable. Et puis enfin, je vous montre un test un peu plus concret en vlog. Là, en plus, c'est avec le firmware qu'on a reçu après le Japon. Je suis au 16-28 mm Sigma. D'ailleurs, je trouve que c'est une focale vraiment très bien pour du vlog. Je vous la recommande. Là, j'étais pas au 16 mm, je devais être au 20 mm. Et pour l'instant, là, je marche avec la stabilisation électronique en vidéo. Donc là, je suis au 20 mm Sigma. En vlog, je trouve que c'est pareil, ça fonctionne bien. On a toujours cette petite secousse sur les bords de l'image, mais ça on peut pas faire sans, hein. C'est l'effet de la compensation voilà, des vibrations. Mais mine de rien, je trouve que c'est assez doux, c'est pas trop marqué parce qu'il y a des stabilisations électroniques qui sont vraiment horribles. On a des vagues, ça ondule un peu de partout. Et là, surtout si vous regardez le centre de l'image, ça ne bouge pas, ça n'ondule pas. On n'a pas de rolling shutter, c'est vraiment très propre. Donc là, on a juste la stabilisation électronique vidéo. Et puis après, je vous ai fait le même test avec la stabilisation renforcée. Donc j'ai fait le même parcours, je suis toujours au 20 mm à peu près en focale et voilà, bah là c'est hyper stable. On ressent encore un petit peu les secousses sur les bords, mais je trouve que c'est pas si choquant que ça et en tout cas je trouve que c'est une des meilleures stabilisations que j'ai pu tester. En tout cas sur une marche comme ça pour du vlog, ça peut fonctionner. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Là, avec les deux niveaux de stabilisation, on a quand même une très belle image. Et encore une fois, pour moi, le plus important, c'est le centre de l'image. Et là, je ne vois pas de déformation, je ne vois pas d'effet de rolling shutter, je vois pas trop d'effet de vague au milieu. Donc ça, c'est le plus important. Donc voilà le rendu au niveau de la stabilisation avec ce boîtier. Au niveau des codecs et des résolutions en vidéo, comme d'habitude avec Panasonic, on a du choix. Déjà, on peut choisir entre le MP4 et le point move. C'est ce dernier qui va offrir le plus de résolution. Donc on a du Full HD 4.2.0 ou 4.2.2 en 25 images par seconde, c'est la même chose pour le 50 images par seconde et on va pouvoir monter jusqu'à 100 images en Full HD. Là en Move, toutes les résolutions sont en 10 bits. Ensuite on a de la 4K Ultra HD, même chose 4.2.0 ou 4.2.2, on va pouvoir monter la cadence jusqu'à 50 images par seconde, par contre on va passer sur un crop APS-C. On a aussi de la Cinema 4K avec les mêmes cadences et ensuite on a de la 3.3K, de la 5.9 et de la 6K. Par contre sur ces deux derniers formats, on n'a que du 4.2.0. Je vous remets un tableau pour résumer toutes ces résolutions. On remarque qu'au niveau de l'encodage, on a uniquement du long op sur le Lumix S5 II, il n'y a pas d'intra de disponible. Ça c'est un peu dommage, ils ont décidé de le séparer, ça sera disponible uniquement sur le Lumix S5 II X. Ah oui d'ailleurs, surprise, hein, ils ont annoncé en même temps un deuxième boîtier, le Lumix S5 II X, je t'en reparle en fin de vidéo. Donc en long op, on a des débits un peu plus faibles, mais ça n'empêche pas, hein, l'image est très belle. Moi j'ai principalement filmé en cinéma 4K 4.2.2 10 bits long op, et honnêtement, je vous montre les images, hein, je vous cache rien, je suis très fan du rendu. On a une 4K qui est bien définie, et en même temps, je trouve qu'elle est plus discrète, et ça c'est plutôt positif. Ça dépend aussi de l'objectif, mais il y a des 4K qui sont très sharp, avec des contours assez marqués, et là c'est un peu moins le cas, je trouve, avec ce Lumix. Le rendu est moins numérique, et moi personnellement, c'est ce que je préfère. Donc on a un crop en 4K à 50 images par seconde, donc ça c'est du classique, hein, sur les boîtiers de cette gamme. Je vous montre la différence avec le plein format. Donc pour avoir les 100 images par seconde, il faut être en Full HD. Moi personnellement ça me dérange pas, hein, généralement je dépasse pas les 50 images, et là en 4K on fait déjà de très belles images. Ensuite, un des éléments qui m'a le plus convaincu sur ce boîtier, c'est la colorimétrie. Alors c'est pas nouveau chez Panasonic, mais je m'en étais pas rendu compte à ce point-là. On a une image qui est vraiment très belle en sortie, et surtout qui est très propre, sans dominante de magenta ou de green. Moi, pendant le séjour au Japon, j'ai tout filmé en 4.2.2 10 bits et essentiellement en cinéma 4K. J'étais en vlog et j'utilisais la lutte de prévisualisation sur l'écran. Déjà, ce que j'ai aimé, ce qu'on voit sur l'écran du boîtier, ça va être très proche du résultat en post-production.
post-production. Alors évidemment, j'ai fait un peu d'étalo sur Resolve, vous me connaissez. Alors je vous montre quelques exemples d'étalonnage, je vous montre un exemple avec la conversion d'espace colorimétrique. Donc je sors un Rec 709, donc déjà juste avec ça on a une image quand même assez belle, hein, surtout qui est bien neutre, sans dominante, ça c'est le plus important. Et là on n'a rien fait, on a juste appliqué la conversion. Après je suis allé un peu plus loin, j'ai fait un peu d'étalo, et là on peut pousser le contraste, retravailler un peu la dynamique et les couleurs. Je vous montre différents exemples pour que vous puissiez vous faire une idée, mais personnellement pour moi la colorimétrie c'est vraiment mon coup de cœur sur cette caméra. Alors également, ce qui est bien, c'est que Panasonic a pensé aux débutants, aux personnes qui n'ont pas trop l'habitude de faire de l'étalonnage. Alors certes, vous pouvez utiliser le profil par défaut, mais il propose également une option qui s'appelle lutte en temps réel. Ça, habituellement, c'est plutôt réservé aux caméras cinéma haut de gamme. En fait, la lutte ne sera pas intégrée uniquement en prévisualisation sur l'écran, mais elle sera aussi intégrée au fichier. Donc de cette manière, si vous filmez en vlog, une fois qu'on arrive au montage, le plan est déjà étalonné avec la lutte, ça fait gagner du temps. Alors attention, la lutte est vraiment intégrée au fichier, hein, on ne pourra plus l'enlever, mais au moins ça fait gagner du temps sur la post-production, et puis surtout ça vous permet de bénéficier de la plage dynamique du log. Et puis sur la caméra, on va pouvoir charger jusqu'à 10 luttes. Alors au niveau des ISO, comment ça se passe? Eh bien, comme pour la version précédente, le boîtier intègre un système à double ISO natif. En Vlog, les valeurs c'est 640 et 4000 ISO. Alors avec Panasonic, comme d'habitude, on a le choix entre le circuit bas et le circuit haut. Donc en fonction de la valeur ISO qu'on souhaite cibler, il faudra choisir plutôt l'un ou l'autre. Moi j'ai plutôt utilisé le mode auto. La caméra choisit automatiquement le circuit en fonction de la valeur ISO qu'on aura sélectionnée. Je vous montre évidemment des exemples. Au Japon, on a beaucoup filmé le soir. Alors c'est une ville où il y a quand même beaucoup d'éclairage, hein. On a filmé à Tokyo, mais franchement, même à 4000 ISO, c'est quand même très propre. Et là, pour le test, je n'ai pas mis de réduction de bruit, donc vous imaginez bien, avec une petite correction sur Resolve, on ne voit plus du tout le bruit. Alors pour tester les ISO, j'ai essayé de vous faire une comparaison avec l'A7 IV qui est quand même un boîtier assez réputé pour sa montée d'ISO. Donc là, ISO natif, hein, pour le S5 II c'est 640, pour l'A7 IV c'est 800 ISO, donc déjà on a une petite différence. Ensuite je me suis mis à 4000 ISO pour avoir vraiment les mêmes valeurs. Alors le Sony A7 IV officiellement il n'a pas vraiment de double ISO, hein, et là j'ai l'impression qu'on est à peu près sur la même chose, en tout cas en plan large, on voit pas trop de différence, on sent que ça fourmille un tout petit peu plus sur le S5 II, mais c'est assez léger. Par contre avec le zoom, là on peut voir une petite différence, il y a un petit peu plus de bris de luminance quand même sur le Lumix, mais c'est pas énorme. Et puis je vous ai refait un autre test, toujours en basse lumière, là je suis à 8000 ISO, on a un visage dans le champ, bah là quand même à 8000 ISO c'est toujours très propre. On sent effectivement un peu plus de bruit du côté du Lumix, mais là je fais quand même une comparaison directe avec Sony qui est quand même la marque leader au niveau de la montée en ISO. Donc honnêtement pour moi là, ce nouveau boîtier, le S5 II, se défend très bien même au niveau de sa montée en ISO. Alors je vous ai fait une comparaison aussi en ville, là avec le S5 II j'étais en Vlog, donc j'ai commencé à 640 ISO, et là je n'ai appliqué aucune réduction de bruit, hein, je vous montre vraiment l'image telle qu'elle, donc je suis au total monté jusqu'à 12800 ISO, donc là 1600 ISO, pas de problème, c'est propre, 2500 ISO c'est toujours le cas, on sent le bruit qui commence à arriver, mais je trouve que c'est toujours utilisable, à 3200 ISO c'est la même chose, pour moi ça fonctionne, à 4000 ISO c'est censé être plus propre qu'à 3200 parce que c'est l'ISO natif, et ça se ressent peut-être un petit peu sur le plan large. En tout cas, voilà, là le bruit est relativement discret, même à 5000 ISO. Et plus on monte, et je trouve que malgré tout, ça reste très correct. Alors à 6400, on commence peut-être à avoir un peu plus de bruit de chrominance, mais ça reste quand même bien contrôlé, même à 8000 ISO. Et vous allez voir que même le 12800 ISO, bah ça reste quand même assez propre. En tout cas, la colorimétrie, les couleurs restent présentes, on n'a pas des désaturations. Alors je vous ai fait justement un zoom sur toutes les valeurs d'ISO pour essayer de vous les comparer. Là, c'est pas évident parce que c'est pas si flagrant que ça. Effectivement, 640 c'est le plus propre. Après, on ressent aussi la différence entre 3200 et 4000 ISO. Donc ça, c'est très important. Éviter la valeur 3200, passer directement à 4000 ISO. Je rappelle, c'est l'ISO natif, le deuxième ISO natif. Et puis après, le bruit monte. Effectivement, moi, je vous conseille jusqu'à 6400,
8000 ISO. Après 12800 ISO, là on a quand même pas mal de fourmillements au niveau du bruit de luminance. Et puis là encore une fois, cette comparaison nous permet de voir les différences au niveau des couleurs. Bah il y en a pas parce que c'est très homogène de 640 à 12800 ISO. On a des couleurs qui sont bien maintenues, qui sont similaires et ça c'est vraiment une réussite je trouve sur ce boîtier. Alors ensuite, avec le S5 II, on peut faire de l'anamorphique. En tout cas, sur le boîtier, on a un mode d'affichage étendu qui va permettre d'afficher l'image sans la déformation. Donc on a un D-Squeeze de 1,30, 1,33, 1,5, 1,8 et 2. Et donc ça c'est bien, Panasonic propose aussi une option de stabilisation spécialement conçue pour la vidéo anamorphique. Alors moi j'avais pas d'objectif anamorphique mais Emmanuel Pampuri m'en a prêté un, j'ai fait quelques tests au Japon, donc c'était un 50 mm anamorphique. Alors très honnêtement, au début j'avais un peu des doutes mais là comme ça j'adore le rendu, ça me donne envie vraiment d'en faire un peu plus et d'ailleurs en début 2023 je vais vous tester des objectifs anamorphiques. Alors après sur mes tests je sais pas si j'avais tous les réglages d'activer, j'étais peut-être un peu trop en mouvement, j'aurais dû faire des plans un peu plus stables, un petit peu plus fixes, mais déjà le rendu sur ce que j'ai fait me plaît beaucoup. Alors au niveau de l'audio, c'est intéressant, on a jusqu'à 4 canaux audio en utilisant le DMW XLR. Ça c'est l'accessoire vendu séparément, c'est l'adaptateur XLR qui permet de connecter plusieurs micros. Et puis on va aussi pouvoir enregistrer en 96 kHz 24 bits tout en utilisant un micro externe. Alors au niveau du rolling shutter, je vous ai fait une comparaison directement avec le Sony A7 IV, même objectif, même focale, j'ai filmé en 4K, on était à 25 images par seconde, j'ai augmenté le shutter pour que les arrêts sur image soient bien net, bien précis. Et là, je trouve que c'est plutôt similaire. J'ai même l'impression que si on va vraiment sur le détail, le S5 II est un peu moins courbé. Il y a un tout petit peu moins de rolling shutter. Et ça, de manière générale, c'est ce qu'on m'a dit chez Panasonic. Le rolling shutter est un peu mieux contrôlé. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Alors ensuite, ce que j'aime bien avec le Lumix S5 II, c'est qu'on a toute une palette d'outils et d'assistants pour la vidéo. On a du focus picking, des zébras, un histogramme, des marqueurs, tout ça, bon, c'est du classique sur ce genre de caméra, mais on a aussi une waveform ou encore un vectorscope. Et ça, c'est des outils généralement qu'on a plutôt sur des caméras cinéma. La seule chose qui va manquer, ça serait les fausses couleurs. Je sais que c'est quelque chose que vous aimez bien utiliser. Là, je ne crois pas les avoir vues sur ce boîtier. Après, c'est une option qu'on a généralement sur des moniteurs externes. Alors il y a également d'autres options plutôt sympathiques sur ce S5 II. C'est pas forcément des nouveautés sur cette gamme de caméras, mais si vous n'avez pas trop l'habitude d'utiliser des produits de chez Panasonic, je pense que ça peut vous intéresser. La première option qui, moi, m'intéresse énormément, c'est le contrôle de la bague de mise au point. On a la possibilité de choisir entre le non linéaire et le linéaire. En vidéo, moi je recommande toujours le linéaire, comme ça la mise au point est vraiment dépendante de l'angle de rotation de la bague et non de la vitesse de rotation. Et en plus de ça, sur la caméra, on peut aussi paramétrer la plage de rotation. Est-ce qu'on veut du 300 degrés ou alors une course de rotation plus courte? Donc avoir ce choix directement dans la caméra, c'est génial et je crois que ça existe uniquement chez Panasonic. Ensuite, on a l'option balayage synchronisé, donc ça permet d'ajuster le shutter au dixième de seconde près. Donc ça, c'est très pratique quand on a du flicker. On a aussi la possibilité de mettre la vitesse d'obturation en valeur d'angle. On a du timecode, on a un mode discret qui va désactiver le flash, la lampe d'assistance AF et tous les sons d'opération de la caméra. Également, ça, c'est vraiment excellent. On a une option pour séparer les réglages entre le mode photo et le mode vidéo. Pour moi, aujourd'hui, un boîtier doit avoir cette option. C'est quelque chose que j'ai sur la A7 IV et là, je suis vraiment content de l'avoir sur ce Lumix. Et puis enfin, autre astuce que je trouve vraiment pratique, en maintenant n'importe quel bouton du boîtier pendant 2 secondes, ça va ouvrir le menu directement sur la page de personnalisation du boîtier que tu as sélectionné. Donc ça, c'est juste hyper pratique pour customiser rapidement sa caméra. On attaque la partie photo. Le Lumix S5 II, ce n'est pas uniquement une caméra, mais c'est un boîtier polyvalent, totalement capable de faire des images fixes. J'ai pris beaucoup de photos au Japon, je vous les fais défiler en même temps. Alors je vous ai mis les exifs, comme ça vous avez les paramètres d'exposition à chaque fois, la focale, et je suis en JPEG encore une fois. Donc là par exemple, c'est un exemple, j'étais à main levée et j'ai essayé de faire une longue exposition. On pouvait, comme ça on peut dessiner le trait lumineux, c'est assez joli. Et là j'étais à 2,5 secondes de temps de pause et je suis à main levée. Donc là je suis au 35 mm, j'ai fait énormément de street photo.
de reportages photo comme ça, de photos prises un peu sur le vif. J'avais évidemment les copains créateurs en tant que modèle et tu peux voir que là l'image est hyper propre je trouve. On a un beau piqué et là encore une fois il n'y a eu aucune retouche. Moi vous me connaissez, habituellement je fais pas mal de développement en post-production sur les logiciels de retouche et là je vous montre vraiment le JPEG tel qu'il est sorti de la caméra et tu peux voir on a vraiment des couleurs très propres. Donc pour l'instant je suis au 35 mm. J'ai testé plusieurs focales fixes, donc c'est essentiellement des photos à Tokyo, hein, donc beaucoup de photos aussi en soirée et là au niveau de l'autofocus il y a eu quasiment aucune erreur, hein. À chaque fois la photo était nette. Alors je suis resté très souvent sur des grandes ouvertures, je vous avoue que sur certains plans d'architecture j'aurais peut-être dû fermer un peu le diaph, mais à chaque fois on se baladait, hein, c'était vraiment des photos prises sur le vif, donc je suis quand même assez content du résultat et puis surtout le rendu au niveau du contraste et des couleurs, je trouve que c'est vraiment très beau. Voilà, donc là on est au 35 mm, encore une fois je vous montre le JPEG, donc des photos prises au S5 Mark II, je vous laisse profiter des photos. Alors là j'étais passé sur le 70-200 f4, j'ai fait juste quelques photos parce que là en basse lumière c'est un petit peu compliqué, mais là j'aime beaucoup le rendu, notamment là au 186 mm, on a un beau détachement entre le sujet et l'arrière-plan, ça marche vraiment bien. Et puis après je suis passé au 85 mm, alors ça le 85 mm pour le portrait de la street photo c'est incroyable, ça permet d'être un petit peu loin donc quand même on peut être discret et puis on a cette belle séparation entre le sujet et l'arrière-plan, donc on peut un peu cibler nos sujets comme ça et franchement c'est vraiment très beau. Encore une fois j'ai eu très peu de loupé, l'autofocus à chaque fois faisait le point. Je vous laisse profiter des images. Ensuite, on a un mode photo haute résolution à 96 mégapixels pour les grands tirages, hein, ça peut être intéressant. L'obturateur, quant à lui, monte à 1/8 millième de seconde, que ce soit avec l'obturateur mécanique et électronique. Au niveau des modes rafale, avec l'obturateur mécanique, il monte à 9 images par seconde, mais ça c'est en AFS, et il monte à 7 images par seconde en AFC avec un buffer de 200 images en RAW. Donc là en mécanique, c'est pas très impressionnant, ils sont encore un peu derrière la concurrence. Par contre, en obturation électronique, on passe à 30 fps en AFC ou AFS, et la marque annonce aussi qu'avec le nouveau capteur et processeur, il y a moins de rolling shutter en mode électronique.
On a également un viseur OLED avec une résolution de 3,680 millions de points, donc très bon viseur. Là encore, Panasonic est assez réputé pour ça, et je dois avouer que personnellement ça m'a donné envie de me remettre un peu plus au viseur. Alors au niveau de l'ergonomie, le boîtier tient bien en main, on a un grip très confortable, on a de la place pour le pouce devant, on a le joystick juste à côté et on a un écran oriental. Au niveau des connectiques, on a du micro jack, une prise casque, on a enfin un port HDMI plein format, ça c'est nouveau par rapport à la version précédente et heureusement c'est plus solide. Et puis enfin on a un port USB-C, ça permet notamment de recharger la batterie directement dans la caméra. Ils ont également revu les accroches de chaque côté pour la sangle. Le boîtier est résistant aux intempéries avec un corps en magnésium. Alors au niveau du parc optique, il y a du choix. Moi je vous ai testé le 24 mm f1.8, le 35 mm f1.8 et le 85 mm f1.8 de chez Lumix. Après, avec la monturelle, vous avez également accès à toutes les optiques Sigma. Donc ils ont leur gamme DGDN Art et Contemporary qui est vraiment de très bonne qualité et aussi à des prix plutôt abordables. D'ailleurs j'ai fait des tests justement avec le 35 mm f1.4 DGDN Sigma en monturelle pour vous tester l'autofocus avec ce nouveau boîtier Lumix et tu peux voir que a priori ça fonctionne bien. L'objectif est totalement compatible, on a très peu de latence, de délai, c'est plutôt bien réactif au niveau de l'autofocus, c'est plutôt précis. En plus on est à f1.4, on a une profondeur de champ assez fine et voilà, dans l'ensemble il n'y a pas l'air d'avoir trop de soucis. Donc là sur cet exemple, au niveau de la détection du sujet, je suis sur humain et j'ai la détection du visage et des yeux d'activer. Au niveau des réglages de la vitesse sensibilité, je suis à 0. Tu peux voir que ça suit, il n'y a pas du tout d'effet tête chercheuse d'à-coup, c'est plutôt fluide. Donc voilà, le parc optique Sigma est totalement compatible avec le Lumix S5 II. Là vous avez encore un autre plan 4K autofocus d'activer. Tu vois, ça accroche bien, il n'y a pas de souci, aucun effet tête chercheuse, on est légèrement en contre-jour. Ça fonctionne bien, on est toujours au 35 mm f1.4 Sigma DGDN monturelle. Et donc voilà pour le parc optique. Alors on attaque la question du prix, combien coûte cette caméra? Le Lumix S5 II pour sa sortie est commercialisé à 2199 €. Donc en soi c'est pas si cher que ça pour un plein format avec toutes ses caractéristiques. Pour rappel, l'A7 III à sa sortie il coûtait 2299 € et là ce boîtier en termes de performance est quand même bien supérieur je trouve à un A7 III. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il tape assez fort quand même au niveau du prix parce qu'on est moins cher qu'un A7 IV, on est moins cher qu'un R6 Mark II et je crois qu'on est à peu près sur le même prix que le Z6 Mark II. Maintenant les amis, ce n'est pas tout parce que Panasonic n'a pas annoncé qu'un seul boîtier mais deux. Il y aura également une deuxième caméra qui s'appelle le Lumix S5 II X. C'est une version un peu plus haut de gamme mais en fait pas si éloignée que ça parce qu'il y a seulement 300 € d'écart avec le S5 II. C'est un boîtier qui est également axé photo et vidéo. Maintenant les différences c'est qu'on pourra enregistrer en RAW via la sortie HDMI. Ça sera du 5,9K en 16/9 12 bits à 25 images par seconde. Il sera également possible d'enregistrer en USB sur un SSD externe. On aura le débit All Intra sur ce nouveau boîtier. On aura également du ProRes. On aura des fonctions de live streaming. On pourra contrôler le boîtier avec un smartphone. Au niveau du visuel, c'est aussi le premier boîtier Lumix à être totalement noir. Même les petits logos de la marque seront totalement noirs. Au niveau du prix, je vous l'ai dit, il y a 300 € d'écart, donc il va coûter 2499 €. Alors je précise aussi que pour le S5 II, il y aura une mise à jour payante qui sera accessible en option. Ça vous permettra d'avoir du RAW en HDMI, ça coûtera 199 € pour faire cette mise à jour. Alors à présent, je finis cette vidéo en vous donnant mon avis sur ce boîtier. Je suis agréablement surpris dans l'ensemble. Pour moi, c'est pas une révolution, c'est pas un boîtier avec une toute nouvelle technologie, mais pour la marque, pour Panasonic, selon moi, c'est un retour réussi. C'est vrai que ces dernières années, ils ont été un peu laissés de côté. Ils étaient un peu boudés par le public parce qu'ils ont pris du retard au niveau de l'autofocus. Donc là, c'était vraiment le rendez-vous à ne pas louper. Je peux vous dire que l'événement qu'ils ont organisé au Japon, c'est aussi un pari parce qu'ils ont invité voilà, la plupart des créateurs qui réalisent des reviews aujourd'hui dans le monde sur Internet. Et je peux vous dire, pendant la présentation, on serrait tous les doigts, on pensait vraiment fort à cet autofocus de détection de phase. Donc voilà, ils l'ont fait, il est là. Pour ma part, il fonctionne plutôt bien. En vidéo, très honnêtement, j'ai trouvé qu'il était au même niveau que la 7 IV. Peut-être en très basse lumière, il va être un peu en dessous, mais quand même, c'est un bond énorme par rapport à la version précédente. Et en photo, en comparant la 7 IV, je l'ai trouvé légèrement plus lent. Mais voilà, concrètement, réellement sur le terrain, moi au Japon, j'ai eu aucun souci. Je dois avoir peut-être 1% de photos floues. Et pourtant, c'était vraiment du reportage photo, du reportage vidéo. On filmait tout le temps à main levée, c'était très rapide, on faisait jamais deux fois la même prise. On l'a beaucoup utilisé en basse lumière, même si à Tokyo,
c'est quand même très lumineux même le soir. Et voilà, aujourd'hui je trouve que l'autofocus est fiable, on peut lui faire confiance et c'est ça le plus important. Moi je recherche pas forcément l'autofocus le plus réactif, le plus rapide. Certes c'est un atout mais c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important c'est qu'il soit fiable, qu'il soit constant, qu'il soit régulier et j'ai l'impression que c'est le cas avec le S5 II. Ensuite pour moi les autres qualités de ce boîtier c'est la stabilisation. Ça a toujours été un point fort chez Panasonic c'est vrai mais là c'est encore plus le cas. D'autant plus qu'après le Japon on a reçu un autre firmware où ils ont encore amélioré un peu la stabilisation. En tout cas il y a l'air d'avoir moins cet effet d'ondulation quand tu marches assez vite et que tu utilises la stabilisation renforcée. Donc ça c'est vraiment un point fort. Moi qui adore filmer à main levée, c'est pas trop mon truc d'utiliser le gimbal et voilà pour du reportage photo, du docu, faire des petits clips comme ça rapides et assez instinctifs, c'est vraiment l'idéal d'avoir cette stabilisation. Et du coup pour du vlog, à mon avis c'est une des meilleures caméras aujourd'hui en plein format sur le marché parce qu'encore une fois ils ont une stabilisation vraiment très performante. Et puis personnellement moi ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui sur ce genre de boîtier c'est la colorimétrie et j'avoue l'avoir totalement redécouvert avec Panasonic. Et là avec le S5 le Vlog il est vraiment très propre, on n'a pas de dominance de magenta ou de green, c'est vraiment bien neutre. Et juste pour ce petit élément, personnellement ça me donne envie de travailler beaucoup plus régulièrement avec ce genre de boîtier. Donc si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup l'étalonnage, qui aime travailler ses plans post-prod, je pense que vous allez vous faire plaisir avec le S5 II. Ensuite on a le double ISO natif, alors ça c'est pas une nouveauté mais faut pas l'oublier, c'est quand même assez pratique et de manière générale franchement l'image est plutôt propre. Je dirais pas que la montée en ISO est au niveau de la 7.4 par exemple, mais franchement elle est pas très loin et jusqu'à 6400, elle est 8000 ISO, c'est relativement assez propre, en tout cas avec une petite réduction de bruit sur le logiciel, vous avez une image très clean. Alors après il y a des petites options que j'aime beaucoup, je viens de vous les présenter. Il y a le fait de pouvoir changer le système de mise au point, pouvoir passer en mise au point linéaire, ça c'est absolument génial quand vous travaillez en fiction pour des courts-métrages ou vous adorez tout simplement faire le point en manuel. On a des options pour utiliser des optiques anamorphiques. Autre chose très importante, on peut séparer les réglages photo et les réglages vidéo. Ça c'est une option que j'ai avec la 7.4 et là de l'avoir sur ce boîtier c'est aussi un soulagement parce que comme ça on peut séparer les profils d'image, on peut séparer les paramètres d'exposition, on peut avoir un shutter spécifique à la vidéo et une vitesse plus élevée pour la photo. Alors le boîtier non il n'est pas parfait, par exemple en 4K 60 ou 50 images par seconde on a un crop APS-C, on n'a pas non plus la compression intra, on est un petit peu limité au niveau des débits, ça on a compris, ils ont décidé de réserver l'intra pour le S5 IIX. Également en photo, on n'a pas le choix de la compression du RAW. Par exemple chez Sony, on a 3 types de compression pour le RAW. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Là, on l'a pas sur ce boîtier. Et au niveau du mode rafale, avec l'obturateur mécanique, la cadence n'est pas très impressionnante. Mais mis à part ça, c'est un boîtier, j'ai l'impression, plutôt complet. Moi, je me verrais très bien l'utiliser pour mes vidéos YouTube, de la prestation, mes reportages. Après, pour du corporate, des interviews, du reportage, de la captation, je pense que c'est un boîtier vraiment adapté pour ça parce qu'on n'a pas de limitation d'enregistrement. Il y en a juste une en 6K. Mais autrement en 4K jusqu'à 60 images par seconde, on n'a aucune limitation d'enregistrement. Je pense qu'on a un boîtier qui est très run and gun avec la stabilisation, ça on en a parlé, on va pouvoir filmer facilement à main levée. Maintenant l'autofocus tient la cadence et la colorimétrie est vraiment très bonne je trouve. Et là franchement si vous aimez l'étalonnage, le 4:2 10 bits c'est un vrai plaisir. Et si vous débutez ou en tout cas vous n'avez pas trop l'habitude de retoucher un petit peu la colorimétrie en post-production, de faire de l'étalonnage, on l'a vu, on a la lutte en temps réel, ça va appliquer la correction, la lutte, la transformation en Rec 709 directement sur le plan. Donc on saute cette étape d'étalonnage, mais ça vous permet de bénéficier de la plage dynamique du Vlog. Et puis enfin, il ne faut pas oublier que ce boîtier coûte 2199 €. Donc là, je trouve qu'on a un rapport qualité-prix qui est quand même très fort. Je voulais comparer un petit peu avec la 7.4. D'ailleurs, si vous voulez une comparaison plus complète, plus poussée entre la 7.4 et le S5 II, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Peut-être que c'est quelque chose que je pourrais faire. Mais voilà, je l'ai comparé et dans l'ensemble, le S5 II est pas du tout à la traîne. Et je rappelle que la 7.4 coûte quand même 2899 €. Donc on n'est pas sur la même gamme de prix et pourtant on est assez proche au niveau des performances. Donc voilà, pour moi, dans l'ensemble, c'est un retour réussi. Panasonic va pouvoir redorer son blason et ça prévoit aussi de belles choses pour la suite parce que là, on reste sur du milieu de gamme. Je pense que le haut de gamme qu'ils vont renouveler plus tard, ça devrait être intéressant. Déjà, on a le S5 IIX qui sera disponible printemps 2023. Voilà les amis, j'espère que ce test vidéo vous a plu. Je pense que c'est une de mes plus grosses reviews à ce jour sur ma chaîne. Ça demande beaucoup de temps à réaliser, mais au moins vous avez une vidéo complète et assez imagée. J'ai essayé vraiment de vous mettre un maximum d'images d'illustration. Et puis là, on a quand même eu une occasion exceptionnelle d'aller au Japon pour faire de belles images, donc ça aurait été dommage de ne pas tout vous montrer.
Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram. Je vais partager beaucoup de photos du Japon. Et puis je vous invite aussi à aller voir les reviews, les tests sur les chaînes YouTube de mes confrères créateurs qui sont partis avec moi au Japon. Il y avait Jérôme de la chaîne Nowtech, il y avait Maxime de la chaîne Pile et Face, il y avait Steven, il y avait Adelin, il y avait Guillaume Ruchon avec Fabien alias French Shooters, il y avait Damien Bernal, Emmanuel Pampuri, François qui travaille sur la chaîne Grain. Je crois que j'ai oublié personne. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à aller voir également leurs vidéos. Allez les amis, merci d'être allés jusqu'au bout de cette vidéo. D'ailleurs, on vient de passer les 100 000 abonnés. En tout cas, on les a pas passés à l'heure où je tourne la vidéo, mais je pense que début janvier, on les aura passés. Donc déjà, un grand merci à vous. Je sais pas encore ce que je vais faire pour les 100 000. Je sais pas si je fais quelque chose. Moi, j'essaye de vous remercier pour votre soutien en permanence dans les commentaires, mais je vais réfléchir peut-être à un projet particulier pour les 100 000. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. On se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo.